nous nous construisons autour de notre rapport au temps et à l'espace. Or, la maison joue un rôle important dans cette construction. Elle demeure. Par cette vaine tentative de domination de l'espace-temps, à travers la possession d'une maison, à force d'espoir et d'esprit, nous devenons notre propre Messie. Il ne viendra pas. Il nous attend déjà. Il réside en nous-mêmes, présent mais invisible, dissimulé derrière les nuées que nous fabriquons pour masquer le réel. L'espace, nous le divisons, nous le maîtrisons, nous le parcourons en tous sens et chaque jour, nous en faisons commerce. Le temps, il ne se laisse point dompter. Certes, nous le divisons, mais nul ne le maîtrise. Nul ne s'en portera acquéreur. Nous le parcourons, mais seulement dans un seul sens. Et il ne nous laisse pas le choix de ne pas le parcourir. Le temps. Que ferions-nous sans lui? Que serait-il sans nous? Tel Shiva, il nous invente et nous détruit. Sans le temps, vide et immobilité. Sans le temps, nulle musique. Et sans cette ivresse, consentiriez-vous à l'inutile danse du naître et du mourir? Sans l'espace, point de lumière, point de couleur, nulle image. Dans l'incompréhensible soupir de notre condition, nous inscrivons notre démence. Jamais le temps n'abolira l'espace. Jamais l'espace n'abolira le temps. Nous observons le même phénomène pour l'essence et pour l'existence, pour la forme et la couleur. Pourtant, nous concevons des formes indépendamment des couleurs. De la sorte, une semblable vêture peut exister en différents coloris. La maison se confond avec le moi. Elle représente cet espace si intimement lié à notre subjectivité qu'il en devient une part entière. De la sorte, les maisons d'écrivains, en devenant des musées, s'entourent de sacralité, comme si une part de notre être s'était incrustée dans les objets et dans les lieux qu'ils côtoyaient. La possession d'une maison s'avère indispensable au développement psychique. Elle incarne l'éternité. Elle donne un sentiment de sécurité. Face au fracas du réel, elle constitue un sol ferme d'une rassérénante tiédeur. À partir d'un socle de quiétude, la maison permet à chacun de fonder son œuvre et ainsi de se forger une filiation avec les siècles. Elle devient l'espace où le moi, apaisé et protégé des périls extérieurs, enseveli dans son identité, se donne la possibilité, à travers l'imparfaite transmission des signes, de voltiger vers l'altérité. Dès lors, le droit au logement devient inaliénable. Il faut que chacun se sente à l'abri au sein d'une maison qui lui appartienne. Il faut donner aux enfants la certitude de ne pas être chassés par un avide propriétaire. Il faut qu'à travers ces murs, chacun affirme son moi. Une maison s'acquiert pour l'éternité. La plupart des objets viennent à mourir après quelques années. Les maisons s'ancrent dans le temps, devenant le prolongement de nous-mêmes face à l'infinie inanité. Cette propriété contribue à la construction de notre identité et de notre dignité sociale. Établir son corps dans un espace bâti forge en nous cette dérisoire noblesse avec laquelle, tels des enfants face à un fleuve sans nom, nous narguons le temps.
Malgré leur éternel hymen, le temps et l'espace évoluent selon des modalités différentes. La plus féconde des métaphores pour décrire ce phénomène me semble celle de la polyphonie de Bach. Chaque voix évolue selon sa propre mélodie. Pourtant, elle s'avère indissociable. Ainsi, temps, espace, essence et existence évoluent sans jamais ni se croiser, ni se séparer. Toute définition se résume à une vaine substitution. De l'inconnu vers un autre inconnu. D'un mot vers un autre mot. Nulle cause finale pour expliciter ce désordre. Cultivons l'humilité. Suspendons ce chemin potentiellement infini. Jamais le monde ne se définira de lui-même. Nulle définition du temps. Nulle définition de l'être. Un mot ne sera jamais qu'un mot. Il ne faut point cueillir ce secret. De sa splendeur éclot l'imaginaire.